Bonjour Guy, est-ce que vous pouvez nous commenter les changements? Alors les changements, oui, bien sûr. Donc on a voulu voir un petit peu Xavier Chouki donc à la place de Cyril Baille pour démarrer le match. Cyril rentrant en cours de match. Bon, il y a deux idées dans nos têtes. D'une part, on veut voir un petit peu ce que Xavier est capable de faire en démarrant un match à ce niveau. Et ça, c'est la principale préoccupation. Il n'y a pas d'objectif technique à proprement dit. On pense que les deux sont de très bons piliers de mêlée. Mais on a vu que Xavier Chouki avait fait une très bonne rentrée contre l'Australie. Donc il méritait, faisant partie du groupe maintenant, d'être vu directement. Pour ce qui est de Camille Lopez, c'est un petit peu la même chose. Jean-Marc a fait un match d'un grand courage avec un comportement, je dirais, presque irréprochable, même si chaque joueur a des petites choses à se faire pardonner. Le fait d'avoir fait venir Lopez dans ce groupe récemment, c'était aussi lui ouvrir la porte pour qu'il puisse exprimer un petit peu tout son talent et voir s'il veut rester dans ce groupe. Et quand je dis ça, il n'y a absolument aucune pression particulière, puisque ce qu'on attend de lui, c'est qu'il joue avec ses qualités, uniquement ses qualités, même s'il doit s'intégrer dans un projet de jeu. Pour ce qui est de Brice, mais là c'est encore plus simple, puisque Scott Speeding avait une petite douleur au pied à l'issue du match de l'Australie. Il s'est entraîné mardi après-midi en pensant que ça allait beaucoup mieux, mais il ressentait encore la douleur. Mercredi matin, pardon, pas mardi après-midi, mercredi matin, puisqu'on l'avait mis au repos lundi et mardi. Il pensait pouvoir postuler pour samedi, mais après avoir discuté avec lui, il était quand même cohérent, déjà par rapport à son club de Montferrand, de ne prendre absolument aucun risque, et par rapport aussi au talent du joueur qui prend sa place pour lui permettre d'être en confiance. On ne pouvait pas attendre jusqu'au dernier moment et on a préféré trancher et laisser Scott récupérer pour le tournoi. Guy, Winnie Antonio est devenu un titulaire à part entière dans votre équipe. Qu'est-ce qui a fait la différence en sa faveur et donc du coup en la défaveur de son concurrent? Ouais, titulaire, c'est pas le mot que je comprends, hein, que vous appeliez les joueurs qui démarrent le match des titulaires. Euh, Moi, si vous voulez, je considère que dans le relais d'un match, le premier relayeur n'est pas plus titulaire que celui qui termine le match. C'est un petit peu comme un athlète, les quatre mecs qui font le tour de piste. Donc, on fait démarrer. Il y a une affaire de les deux premières lignes. Je dis bien les deux premières lignes, pas Winnie Antonio uniquement, mais l'ensemble des deux premières lignes sont des joueurs qui sont relativement complémentaires et qui nous permettent, vous le voyez bien, dans tous les matchs, certains démarrent, d'autres rentrent, je dis presque rapidement. Ils se partagent, en fonction des conditions du match, ils se partagent l'ensemble du match. On a vu que par exemple contre l'Irlande dans le tournoi, Winnie Antonio démarrait le match et la première ligne qui est rentrée à ce moment-là l'a fait basculer. Donc il y a toujours des raisons, une forme de récompense malgré tout par rapport à ses capacités de jouer dans notre projet, c'est-à-dire tenir le ballon. Sa puissance évidemment en début de match est importante. Mais il y a aussi le fait d'être quand même toujours performant dans le domaine de la mêlée, qui est un secteur, quoi qu'il arrive, un secteur clé, qui aurait peut-être pu nous faire gagner le dernier match avec la rentrée de Rabat et de ses partenaires. Donc, si vous voulez, il y a une récompense parce qu'il fait des efforts, mais il y a toujours ce turnover. Rien ne dit que dans le tournoi, Uni démarrera les matchs.
Guy, est-ce que vous pouvez nous préciser les réservistes prévus sur cette rencontre? Mais là, sur le coup, il n'y a pas de match ce week-end, donc tous ceux qui sont restés restent avec nous, hormis les blessés. Certains ont été libérés, sont rentrés chez eux, mais reviendront samedi pour accompagner le groupe. Mais Maxime Mermos, Gibril Camara sont rentrés dans leur foyer, mais reviendront avec nous. Est-ce qu'il y a eu discussion autour de la composition de la troisième ligne? Non, mais de toute façon, des discussions, on en a en permanence, que ce soit autour de la première ligne ou quel que soit le joueur. Quand on a un groupe comme on l'a aujourd'hui, évidemment, 99% automatiquement tape à la porte. On est toujours en discussion. Il y a eu la discussion sur la troisième ligne, non pas sur le fait que elles sont remises en question, parce que si elles jouent d'une manière relativement régulière aujourd'hui, c'est qu'on est quand même satisfait de leur comportement dans un certain style de jeu. Mais il y a eu plus de discussions avec eux qu'en leur absence, en fait. J'ai envie de dire qu'on leur a fait passer les messages de ce on attendait d'eux pour évidemment essayer de permettre à cette troisième ligne de continuer à progresser en étant bien conscient qu'elle a quand même un certain talent qui permet à cette équipe de France d'en être où elle en est, c'est-à-dire de s'être rapproché un petit peu de l'Australie récemment. Guy, vous avez effectué 3 changements. Est-ce qu'il faut y voir en fait que vous avez tiré un bilan plutôt positif du match et laissé de côté finalement ce qui avait été les erreurs et puis la défaite? Quelle a été votre appréciation par rapport à cette composition? Est-ce que c'est une continuité pour une équipe que vous souhaitez récompenser finalement? Écoutez, on a 32 joueurs, 32 plus 2 à notre disposition, hormis les blessés. Donc peut-être, je vais dire, on avait une trentaine de joueurs. Je crois qu'à part Wayne Loré, l'ensemble des joueurs a participé à cette tournée de novembre. Je ne sais pas si c'est une affaire de récompense, c'est une affaire. Pour nous, ce sont les joueurs qui correspondent à notre projet. Donc voilà. On a fait peu de changements. Très sincèrement, quand on perd un match, on ne peut pas dire qu'on soit satisfait, même si on le perd, on peut le gagner à la dernière seconde sur quelques mètres d'un ballon qui passe à droite ou à gauche et d'autres circonstances. Mais le match est perdu. Quel que soit le match, vous comprenez bien qu'on se rend compte des secteurs dans lesquels on est encore très loin du haut niveau, les secteurs dans lesquels il faut continuer à travailler. Nous, on a trouvé, et moi particulièrement, qu'on avait été assez faible dans certains d'entre eux, très faible même. Donc, si on arrive à rectifier le tir dans le match contre la Nouvelle-Zélande dans ces secteurs-là, j'imagine que d'autres secteurs vont devoir se faire jour et être travaillés aussi. Il y a toujours une forme de remise en question, quel que soit le résultat. Donc, c'est pas une récompense par rapport à un match qu'on aurait pu gagner, qu'on a perdu de peu. On l'a perdu. Donc, on l'aurait gagné. Mon analyse aurait été la même, parce qu'en fait, ça se joue à un seul coup de pied à la fin, hein, pour être précis. Donc l'analyse du match est la même. L'ensemble du staff a travaillé sur tous les secteurs sur lesquels on pouvait continuer à avancer. Voilà. Après, nous, on essaye de faire progresser l'équipe. On espère qu'elle progresse. Certains seront contents, d'autres seront mécontents, et on le comprend. C'est le choc de la défaite contre la Nouvelle-Zélande à la dernière Coupe du Monde qui a amené les instances du rugby français à revoir leur position et à préparer une convention dont vous bénéficiez aujourd'hui. Est-ce que le rugby français doit dire merci aux All Blacks? Est-ce que vous devez dire merci et être reconnaissant par rapport à ces All Blacks? Écoutez, les All Blacks, je les ai rencontrés il y a un certain nombre d'années où vous étiez tout petit. Ils étaient déjà extrêmement performants. Je crois que je viens de le dire, je le pense sincèrement, ça a toujours été un rugby pour nous, un moteur, une locomotive pour progresser. La façon dont ils sont préparés dès leur plus jeune âge est quelque chose qui me parle et qui me parle depuis toujours. Hein. Je voudrais vous rappeler que j'ai passé 21 ans en tant que professeur d'éducation physique dans un collège. Donc la formation,
J'avoue que je n'ai pas besoin d'entendre des leçons de droite et de gauche pour parler de formation, je connais ça. Donc, et je suis le premier à reconnaître que si jamais le rugby français doit progresser, ça passera par la formation. Et je pense qu'on n'a pas attendu, même si ça a ouvert un petit peu la plaie, on n'a pas attendu ce match-là pour se rendre compte qu'il fallait absolument progresser dans la formation. Moi-même, j'avais mis en place avec le président Bouscatel au Stade Toulousain un projet de formation plus précis depuis quelques années pour permettre aux plus jeunes de travailler. Voilà, donc s'il faut remercier les Néo-Zélandais, moi on les remercie depuis de nombreuses années, pas simplement après ce match-là, parce qu'on n'a qu'à voir le résultat, c'est toujours 40, 50, 60 points, quelle que soit l'équipe. Il semblerait que l'Australie, par exemple, même si elle a fait un match héroïque contre eux, en a pris 40 ou 50 assez régulièrement. Donc il faut avoir toujours une équipe qui soit comme ça. Enfin, celle-ci, elle est particulière. Elle est quasiment intouchable. Donc oui, merci à eux. Non pas dans l'évolution future du rugby, mais merci à eux depuis de 30 ou 40 ans, depuis qu'ils ne vivent presque que pour ça, quoi. Donc même si nous ne pourrons jamais mettre le rugby au-dessus des autres sports dans notre pays, ça reste quand même un exemple très fort. Guy, c'est le dernier match du 15 de France avant les élections fédérales. Il y a un contexte qui est ce qu'il est. Est-ce que ça vous pèse sur vous, personnellement? Est-ce que ça pèse sur l'équipe de France? Ou est-ce que vous parvenez à faire abstraction totalement de ce contexte? Non, très sincèrement, je pense que enfin, nous, ça ne nous pèse pas parce que justement, le contexte dans lequel on est, les dirigeants qui nous entourent, font ce qu'il faut pour que justement, eux s'occupent des élections. C'est leur boulot, mais comme ils l'ont toujours fait, ils continuent à le faire avec beaucoup d'élégance et ils nous protègent justement de ce contexte-là. Même si, évidemment, nous avons notre vision des choses sur le plan purement personnel. Les joueurs, je pense, n'y pensent absolument pas parce qu'ils ne sont pas du tout concernés. Et nous avons, je vous l'avoue, tellement de travail. Quand on joue, on va jouer successivement les deux dernières équipes qui sont les deux derniers finalistes de la Coupe du Monde. Je pense que ça suffit à nous empêcher de dormir. Ce ne sont pas les élections qui nous empêchent de dormir. Voilà. Mais en fait, je tiens quand même à remercier l'ensemble des dirigeants de l'équipe de France actuelle qui a vraiment fait tout pour que cette équipe puisse évoluer dans les meilleures conditions. Oui, Guy, bonjour. Qui butera samedi, de Maxime ou de Camille, et plus généralement votre regard sur la question du buteur avec les difficultés qui ont été rencontrées sur les 2 premiers matchs? Vous savez, le buteur, en fait, les deux peuvent buter. Donc, j'ai toujours tendance à laisser les joueurs, pour que ces joueurs soient en confiance, il faut les laisser un petit peu choisir, voilà, prendre leurs responsabilités. J'ai jamais mis sur le dos d'un joueur le poids de la responsabilité. On sait très bien que si par exemple, Camille met le drop à la fin, on peut gagner un match. Mais est-ce que ça transforme notre vision des choses le concernant? Non. Maxime a eu une période où il faisait, je dirais, presque 100%. Il nous a permis aussi de gagner des matchs dans le tournoi. Donc voilà, pour être dans ce milieu depuis très longtemps, je sais très bien qu'il vaut mieux essayer de faire évoluer notre rugby, même si à ce niveau, un grand buteur est nécessaire. Donc on continue à travailler, on continue à progresser. C'est un secteur sur lequel on laisse les joueurs évidemment accompagner, on les laisse travailler et ils travaillent beaucoup. Mais ça serait maladroit de notre part d'insister lourdement parce que je suis convaincu qu'il y a quand même cette notion psychologique qui est importante concernant ces joueurs-là. Oui, Guy, je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. On se rend compte que dans certains secteurs, on est encore très loin du haut niveau. Est-ce que tu peux développer, enfin, lesquels secteurs auxquels tu penses? Non. Je ne peux pas développer, en fait. Enfin, je ne veux pas développer. Voilà.
Bon, on va prendre la dernière question. Pas aujourd'hui. Bonjour, c'est pour savoir, après, on parlait de la défaite d'il y a un an, est-ce que vous allez vous servir de cette défaite avec un sentiment de revanche, se servir comme moteur ou pas du tout? Non, non. Non. Vous savez, ce genre de comportement, ça va bien de temps en temps, avec parcimonie, dans un contexte de championnat. En fait, tous les matchs sont des revanches. Ce sont surtout des revanches sur nous-mêmes. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont concernés, d'autres un peu moins. Entre-temps, ils ont joué dans leur club, dans leur championnat. Certains sont champions. Voilà, on retrouve cette équipe. Honnêtement, quand on joue les Blacks, qu'on soit revanchard ou pas revanchard, si on attend d'être revanchard pour être performant à ce niveau, franchement, ce serait malheureux. Je crois que le simple fait de mettre ce maillot, de représenter la France, ça doit rester l'élément moteur de notre motivation.